3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Patrolin est à nos côtés, le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Wilfried Galland est avec nous également, directeur stratégiste de Montpensier Finance. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à Christian Parizeau d'être avec nous également. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vous êtes économiste et président d'Altair Economics. Je me tourne vers l'économiste de cette émission. Christian, où est-ce que vous placez les enjeux de la réunion de la BCE cette semaine et notamment de sa communication? Tout le monde attend un statu quo, sachant qu'on a eu quand même quelques prises de parole de certains poids lourds du Conseil des gouverneurs qui montrent bien que certains banquiers centraux européens ont de l'appétit pour ne pas attendre beaucoup plus pour commencer à baisser les taux. Si ce n'est pas le cas cette semaine, comment est-ce que la communication pourrait préparer le terrain pour la suite, selon vous? Bon, elle a tout intérêt à tenir ses promesses. Ils nous ont promis une baisse des taux au mois de juin. Économiquement, bon, ça ne change pas non plus 100% les choses si on attend juin. Je dirais que ce qu'on attend surtout, c'est sa réaction face à certains risques, notamment la remontée des prix du pétrole. Alors, c'est pas, attention, c'est pas sur l'indice d'ensemble. Très clairement, la BCE ne va pas monter ses taux parce que le pétrole monte. On est d'accord là-dessus. Mais c'est les effets second tour, c'est les effets que ça va sûrement se diffuser dans l'économie. Alors, moi, j'ai calculé un petit modèle. Là, ça met entre 5 à 6 mois pour vraiment se diffuser pleinement sur le noyau dur de l'indice des prix. Puisque vous comprenez bien que quand les prix du pétrole montent, derrière, c'est les coûts de transport qui augmentent. Donc, derrière, c'est un effet bulle de neige aussi sur la distribution, sur plein de secteurs. Donc, c'est pas dire que c'est la catastrophe, c'est juste dire que voilà, l'environnement est un petit peu moins favorable sur cet élément-là. Par contre, entre-temps, on a eu quand même des très bonnes statistiques sur les salaires qui montrent qu'il n'y a pas véritablement une boucle prix-salaire. Alors, certes, l'inflation dans les services reste un peu élevée. On est à 4%, ça ralentit pas vraiment. Là, ça bouge plus, quoi. Voilà, ça bouge pas, mais il y a quand même cette évolution des salaires qui nous font dire que quand même, ça devrait être un peu moins fort dans les prochains mois, et ça, c'était quand même un élément. Donc, ils vont peut-être attendre les statistiques du premier trimestre, mais ils vont avoir quand même, à mon avis, la preuve que le risque inflationniste recule assez nettement. Et puis, on a quand même des indicateurs d'activité qui sont nettement en deçà. Il faut quand même le reconnaître. Distribution de crédit, c'est pas terrible. Activité dans l'industrie, bon, ça rebondit un petit peu là dernièrement sur la fin du déstockage. Notamment, ça profite à certains secteurs chimiques, etc. Mais c'est pas exceptionnel non plus. C'est pas encore une amélioration cyclique qui peut contrecarrer les plans de la Banque Centrale Européenne de baisser les taux. Voilà, ça va mieux au sud de l'Europe, moins bien le nord, c'est pas terrible. Enfin, globalement, il y a aucune raison pour qu'ils soient vraiment en stress en se disant ça y est, ça va partir. Alors, en plus, ce que disaient les plus colombes, notamment le directeur de la Banque de France, c'est plus de prendre une sorte d'assurance pour éviter qu'on en aille fait trop. C'est pas de dire qu'on va revenir à une politique accommodante. Donc, même s'il y a des tensions inflationnistes qui restaient un peu résilientes, on reste dans une politique restrictive, mais avec le recul de l'inflation, les taux réels en demandent de plus en plus, et donc ça sert à rien de casser l'économie à tout prix, alors qu'il y a quand même un mouvement de désinflation qui est bien engagé, et alors qu'on a quand même des signaux de ralentissement qui font que ça sera très difficile aux entreprises de monter les prix dans les prochains mois. Qu'est-ce qu'on peut dire, Christian, de l'ampleur du cycle de recalibrage de la politique monétaire en zone euro aujourd'hui, et notamment par rapport à ce qu'on peut attendre peut-être désormais du côté américain? Alors c'est peut-être là où Madame Lagarde peut potentiellement décevoir un peu les marchés, parce que je pense qu'elle sera très prudente. Autant, là, je pense qu'il y a une négociation. Autant, la baisse de juin, je la ssens assez large. Au-delà, elle ne s'avancera pas. Au-delà, elle n'a pas matière, elle n'a pas d'éléments, de substance. Les colombes voudraient, je pense que les colombes de la BCE l'ont déjà dit, ils voudraient qu'on s'engage sur 2 baisses de taux. Donc juin-juillet, statu quo en avril, mais baisse de taux continue juin-juillet. Juin-juillet pour donner une vision un peu au marché. Et je pense que les faucons disent, je suis pas sûr que ça soit véritablement la communication. Alors ça sera un des éléments. Et après, elle se mouillera pas plus. Elle dira pas après, on va au-delà ou pas. Elle dira, ce sera déjà pas mal. Donc déjà, si elle annonce juin, bon, ça juin, c'est assez, ça sera pas market mover, c'est assez bien intégré. Ça sera, est-ce qu'elle annonce juillet avec ou pas en package ou elle est encore assez prudente. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il y a un peu de suspense, mais je pense pas que sinon il y aura beaucoup d'éléments novateurs. Wilfried, je me souviens d'un moment où le marché estimait que la Fed allait baisser beaucoup plus vite et beaucoup plus les taux que la Banque Centrale Européenne. Ce moment-là est en train de se renverser. Complètement. En fait, la Fed est dans une situation en tout cas instantanée. Je pense qu'en dynamique, c'est plus compliqué. Mais dans une situation instantanée absolument parfaite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que la deuxième phase de son mandat, c'est-à-dire le marché de l'emploi, se porte très bien. Alors, on peut y revenir, on a quelques fragilités de ce marché de l'emploi, mais globalement, à 3,8% de taux de chômage, c'est quand même difficile de dire que ça se passe pas bien. Il n'y a pas de signaux aujourd'hui
d'instabilité financière majeure. Alors, bon, c'est vrai qu'on a des soucis, par exemple, sur un certain nombre de taux de défaut qui commencent à monter. Mais bon, aujourd'hui, en tout cas, ça reste en tout cas des mouvements qui semblent contrôlés. Et avec une inflation qui baisse quand même tendanciellement assez fortement aujourd'hui aux États-Unis, avec le bémol qu'a très justement mentionné Christian sur la partie matières premières. Moi, c'est la partie qui m'inquiète. C'est effectivement un rebond de l'inflation via les matières premières, et on voit quand même qu'il n'y a pas que le pétrole. Il y a effectivement le pétrole, le cuivre, le zinc, le plomb. Enfin, il y a beaucoup de plus en plus généralisé. Voilà, c'est de plus en plus généralisé, et ça, c'est en économie, on appelle ça le triangle de Gordon. Quand ça commence à se mettre en place, faut quand même faire attention. Mais aujourd'hui, la Fed peut effectivement faire, en tout cas, preuve d'attentisme. Je pense qu'elle n'a pas tant de temps que ça, mais en tout cas, personne ne lui reprochera trop aujourd'hui d'être dans l'attentisme. La BCE, c'est pas le cas. La BCE, clairement, on a un véritable problème d'effondrement des indices d'activité en zone euro. Alors effectivement, on a... Ils se sont effondrés, Wilfried. Alors, la construction même de ces indicateurs fait qu'effectivement, quand vous atteignez 40, en gros, dans le PMI manufacturier, effectivement, vous avez plus de chances ensuite d'avoir 41 ou 42 plutôt que de tomber à 37, heureusement d'ailleurs. Bon. Enfin, ça ne veut pas dire non plus que ça va bien. Quand on regarde toutes les statistiques européennes, on est sur effectivement une stabilisation à des niveaux extrêmement médiocres. Et donc là, le reproche commence à monter très fort. Il a déjà, ça fait un certain temps qu'il commence à monter d'ailleurs, sur le fait que la BCE est en retard. Elle est en retard pour baisser les taux. Et qu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucune raison d'avoir des taux à 4,5% en zone euro. Aucune raison. Et donc, la situation pour la BCE est relativement claire. C'est-à-dire que annoncer une baisse de taux en juin, en fait, il n'y a pas vraiment de risque d'annoncer en juin. Elle pourrait même, en toute logique, se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas le faire maintenant. En général, elle ne surprend jamais les marchés à ce point-là, donc elle ne le fera pas. Mais normalement, il y aurait matière à baisser au moins de 25 points de base assez rapidement. Et donc baisser effectivement de 50 points de base d'ici l'été, et ensuite d'attendre, ça pourrait être quelque chose d'assez central, pertinent, finalement, en disant je baisse de 2 fois 25 et ensuite j'annonce que j'attends. Et que je ne rentre pas dans une... J'en fais un peu plus qu'une pour montrer quand même ma volonté de recalibrer ma politique. Le plus important, je pense, mais je suis prudent, et donc j'attends de voir ce qui se passe. Le plus important, en particulier pour les faucons, c'est surtout de ne pas rentrer dans un cycle de baisse de taux. C'est-à-dire, commencer à alléger, oui. Rentrer dans un cycle, certainement pas. On va voir, effectivement, ça va être un équilibre en termes de communication qui va être assez subtil. On sait que Christine Lagarde, au moins, la chose qu'elle maîtrise, c'est l'anglais. Donc moi, ce sera déjà ça. Bon, comment vous regardez cette situation et l'idée d'une divergence entre la Fed et la Banque Centrale Européenne, Xavier, est-ce que c'est plus qu'une idée aujourd'hui? Est-ce que ça devient un scénario central, même peut-être d'ailleurs du point de vue des marchés? Oui, c'est ce qui va probablement faire la singularité de cette année 2024. C'est pour la première fois la BCE va tirer avant la Fédérale Réserve, mais ça s'explique. Mais justement, pour les faucons, c'est déjà une révolution copernicienne, parce que jamais pour un faucon banquier central européen, on dégaine avant la banque centrale des banques centrales, à savoir la Fédérale Réserve. Donc déjà, c'est un truc énorme. Moi, je voudrais revenir. Moi, j'ai une vision beaucoup plus, comment dirais-je, modérée. Et pourtant, j'ai critiqué souvent par le passé la BCE. Donc, je vais me faire l'avocat de la BCE. Elle en a besoin. Non, mais... Si, un peu. Merci pour elle. Sans faire un cours de politique monétaire, au fond, l'inflation, il y a trois blocs. Il y a le bloc matières premières, il y a le bloc industriel, produits transformés, manufacturiers, et le bloc services. Et au fond, ce qui pose problème de part et d'autre de l'Atlantique, c'est le bloc services. Si on se concentre sur la situation européenne, la variation de l'IPCH est quasiment à plus de 60% due aux services. Et donc ça, c'est relativement... c'est un facteur que doit avoir toujours en tête la Banque Centrale Européenne. Pourquoi ? Parce que les services vont être très stimulés par les gains en pouvoir d'achat. On va avoir des gains en pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'il va y avoir des hausses de salaire qui vont être supérieures au régime d'inflation. Et deuxième point, donc ça va stimuler la demande interne européenne. Donc ça, c'est pas une mauvaise nouvelle du point de vue conjoncturel. Deuxième, mais là, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les banquiers centraux, les gains en pouvoir d'achat vont être très significativement supérieurs à la productivité, puisque la productivité en zone euro est quasi nulle, voire même négative. Donc ça, du point de vue d'un banquier central, c'est un facteur potentiellement perturbant dans le retour sur la zone de 2%. Donc le gros signal qui a été donné, c'est de dire le prochain mouvement, ça va être une baisse des taux.
Bon, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Après, quel est le rythme et quelle est la zone qu'on va targeter, pour employer un terme, personne n'en sait rien. Nous, encore moins qu'eux. Mais eux, si j'ai bien compris, ils ont des modèles qui ne leur permettent pas de comprendre les trajectoires. Ils ont des et sur les anticipations des agents économiques, ils ont bien contrôlé ce qui se passait sur les marchés. Ça marche plutôt bien. Mais par contre, du point de vue des personnes physiques, la question se pose, parce que tu vas faire le sondage dans la rue, alors pas ici, dans ce quartier, mais tu sors un petit peu. Non, mais pardon. Je n'ai aucune critique sur les Champs-Élysées. Oui, on est dans le 8e arrondissement de Paris, à côté de l'Étoile. Voilà. Charme, mais si on veut faire un sondage dans la rue sur l'anticipation des agents économiques sur l'inflation, ils ne vont pas te répondre 3%. Eux, l'inflation, ce n'est pas la variation annuelle, c'est la variation depuis... le dernier achat de la baguette de pain. Depuis 2021. Oui, depuis 2019. D'accord. Et donc, oui, non, mais c'est pour un banquier central, les anticipations des agents économiques sur l'inflation, c'est pas uniquement les marchés. Ouais. Ça diminue un peu dans les enquêtes, les attentes des consommateurs sur l'inflation à 1 an, à 5 ans. Peut-être pas les micro-trottoirs, mais les enquêtes, oui. Oui. Et donc, au fond, il y a une bonne raison pour être très prudent. Prendre un engagement. Si tu veux, ça va rien changer. Enfin, si vous voulez, je te tutoie, vous le faites. Mais ça va rien changer à la récession industrielle. Il y a une récession industrielle depuis 2 ans en Europe. Et au fond, cette récession industrielle, son facteur explicatif, essentiellement, les demandes qui nous sont adressées de l'extérieur, le facteur explicatif, c'est le coût énergétique. C'est vrai. Et ça, c'est une évolution structurelle. Le fait que le gaz liquéfié qui nous vient des États-Unis vaut 3 fois le gaz que nous envoyait gentiment Vladimir Poutine par pipeline. Voilà, ça, c'est une évolution copernicenne. Le fait que les entreprises, les électro-intensifs aient loqué des prix d'électricité 3 à 4 fois supérieurs à ce qu'ils étaient aux États-Unis. Alors, c'est en train de changer. Parce que là, pour le coup, on a plutôt des bonnes nouvelles du point de vue de l'électricité en Europe. On arrive même régulièrement à avoir des prix négatifs. Alors certes, c'est le dimanche après-midi quand il y a du soleil et un peu de vent, mais bon, on arrive quand même. Mais donc vous dites, Xavier, il n'y a pas de raison fondamentale que la BCE aille beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que la Réserve fédérale américaine, au moins dans un premier temps. Non, mais je pense que la Fed est dans on pourrait y revenir, mais dans une très mauvaise passe. Parce que je pense que, pour le coup, Jérôme Powell... Comme disait Wilfried, très mauvaise passe avec un taux de chômage à moins de 4%. Pour le 20e mois consécutif, une inflation qui est passée de 10 à 3. En Europe, hein. Oui, le chômage est plus bas aussi en Europe. Non, mais on a quand même évité de part et d'autre de l'Atlantique. On a fait, si j'ose dire, refluer l'inflation. Et on a évité la récession. Pas du point de vue industriel. Ouais, l'inflation a reculé essentiellement pour des raisons de normalisation des chaînes de valeur. Parce qu'elle était transitoire. Pas pour des raisons de politique monétaire. Si j'en crois, moi j'écoute les banquiers centraux. Tu vois, c'est ça le problème. J'écoute les peut-être, mais j'écoute les banquiers centraux. Les banquiers centraux, c'est le biais de complaisance par exemple. Si j'ai bien compris, ils sont responsables de 1 à 2 points. Non, pas de tout, mais tu sais, il y a cette fameuse François Villeroy de Galhau a fait un discours à Dauphine, pas très loin ici, et qu'il faut lire parce qu'il est super en termes de raisonnement. Il l'a fait à l'adresse d'une population estudiantine. Et c'est remarquable dans le raisonnement. Et à un moment, dans son atelier, il fait la fameuse allusion au général, à l'époque pas maréchal, mais général Joffre, au soir de septembre 1914. Et il dit je suis sûr d'une chose, c'est je ne sais pas qui a gagné la bataille de la Marne, mais je suis sûr d'une chose, je sais qui aurait perdu la bataille de la Marne. Donc, probablement que les banques centrales ont leur part de responsabilité dans le reflux de l'inflation. Donc moi, je pense qu'au contraire, la BCE est en train de gagner en crédibilité, donc elle n'a aucune raison, ce qui est à mon avis pas le cas de la Fed. Moi, je trouve Jérôme Powell beaucoup, comme dirais-je, très fluctuant. Quand il a déclaré, par exemple, il y a 3-4 semaines, justement sur le chiffre d'inflation, il répond non, moi je ne suis pas inquiet sur le chiffre d'inflation, alors que manifestement dans son conseil, il y avait un sacré débat. C'est intéressant. Vous dites... Vous trouvez Jérôme Powell tâtonne beaucoup plus, alors qu'il y a pour vous quelque chose d'assez consistant, cohérent dans la prise de position de la Banque centrale européenne. Certains y verraient une forme de rigidité peut-être un peu passée, quand la Fed justement est flexible et capable d'être pragmatique et de s'ajuster. Non, moi je trouve en tout cas la communication de Christine Lagarde, au-delà de sa maîtrise de la langue de Shakespeare, je la trouve nettement supérieure à celle de Jérôme Powell. Bon, voilà, c'est une perception toute Après, il faut faire très attention à Jérôme Powell, parce que des fois, il s'exprime au nom du FOMC. Oui. Et je pense, par exemple, quand il a fait l'audition devant le Congrès américain, ça n'a pas été assez dit. Il s'est exprimé, le message qu'il a lu, c'était au nom du FOMC. Et quand il s'exprimait au nom du FOMC, il donnait l'avis autant des faucons que des colombes du FOMC. Après...
derrière, quand il a répondu aux questions-réponses ou quand il a parlé en conférence de presse, il parlait en son nom. Et lui, actuellement, il y a un décalage, notamment avec certains gouverneurs du Fed, qui sont beaucoup plus faucons que Powell. Et Powell, c'est vrai qu'il nous a un peu induit en erreur, parce que tout le monde n'écoutait que Powell, et on a eu une sortie de faucon derrière. Une distinction quand il s'exprime au nom du Conseil et en son nom propre. Ouais. Et quand il y a eu la même sortie, si la parole du président notamment, et ce qui a été étonnant, c'est vrai que ce qui est un petit peu novateur, c'est que généralement, les membres du board, les gouverneurs de la Fed, ont toujours le même discours que le président. Voilà. Ouais, c'est très rare qu'il y ait des... Bon, Miss King, il se trouve que c'est un électron libre et qu'il décide, par son caractère, de taper à Mais voilà, mais il faut quand même faire attention parce qu'il y a quand même des... Alors que c'est vrai qu'à la BCE, on le connaît, quoi. On sait qu'il y a les Allemands d'un côté, on sait qu'il y a l'Italien, grec et le sud de l'Europe qui est beaucoup plus conscient. Il y a des intérêts domestiques, nationaux, on s'en formalise pas. Mais c'est vrai que... Chris Waller, qui est un des membres importants du directoire, a pris un peu ses distances avec l'idée des 3 baisses de taux cette année. Voilà, mais après, dernier point aussi, c'est que Lagarde, elle parle souvent qu'au nom de la BCE. Voilà, c'est ça. Elle est beaucoup plus cadrée, elle donne rarement son opinion personnelle. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc ça joue. Non, enfin, moi, je trouve que globalement, la BCE, pour moi, fait preuve de rigidité, clairement. Ce que je vois dans les chiffres économiques, c'est qu'effectivement, on ne saura qu'à la fin du processus si la BCE est allée trop loin ou pas. Ouais. Moi, je pense qu'elle est allée trop loin. Mais en fait, le juge de paix, parce qu'effectivement, on ne sait pas, c'est quel est le taux neutre, quel est le taux neutre pour le système financier, enfin, tout circule, voilà, il faut être très humble là-dessus. En revanche, ce qu'on sait, c'est que si à la fin de l'année, on est en récession alors que les chaînes de valeur se sont complètement normalisées, alors la BCE sera probablement allée trop loin. Si en revanche, elle arrive effectivement à maintenir l'inflation à ce niveau-là, ou en tout cas à dire, moi, avec les taux tels que je les ai calés, plus le quantitative tightening, il ne faut jamais oublier quand même. Il y a quand même un élément assez fort là-dessus. Si j'arrive à faire ça sans faire effondrer l'activité de la zone euro, en évitant une récession forte, on est en récession, mais en stagnation. Voilà, exactement. En restant en stagnation, ce qui serait un prix acceptable. Alors bravo, peut-être qu'elle aurait pu faire mieux. Moi, je pense qu'elle aurait pu faire mieux, mais on ne le saura véritablement jamais, sauf peut-être quelques études, très rétrospectives, contrefactuelles, effectivement, ex post. Bon. Mais ça, c'est pas notre débat d'aujourd'hui. On ne le saura qu'à la fin de l'année. La question, je pense qu'aujourd'hui, c'est que compte tenu quand même de la difficulté, et Christian le mentionnait, par exemple au niveau de la distribution de crédit en zone euro, il faut à un moment donné donner des gages comme quoi on est à l'écoute du prix à payer, ne pas tomber, c'était un analyste qui disait, il faut pas passer du whatever it takes au whatever it breaks. C'est ça le véritable sujet. Et donc, si vous on dites arrive là dans la conditionnalité de réaction de la Banque centrale européenne, vous sentez pas cette capacité à agir vite et fort si nécessaire? On la sent beaucoup plus quand même du côté de la Fed, modulo certains discours de banquiers centraux. Structurellement, la Fed est une banque centrale dovish, prête à soutenir l'activité, l'emploi si besoin. Ce que dit Xavier est très juste sur le fait que de la constance de la BCE, mais la constance de la BCE s'explique aussi par le fait que le conseil des gouverneurs de la BCE est extraordinairement difficile à piloter. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la même situation qu'aux États-Unis. Même s'il y a des grandes disparités entre les districts et les régions également aussi au sein des États-Unis. Avec des nationalités différentes. En fait, la complexité est encore supérieure. Et donc effectivement, je pense que d'une certaine manière, elle a choisi une position au début qui est de dire, voilà, je suis strict dans mon mandat parce que comme ça au moins j'ai pas de sujet. Derrière, tant que j'ai pas les chiffres qui me donnent que l'objectif du mandat atteint, je reste sur mon cadre. Je pense que c'est trop strict, mais qu'est-ce que ça peut, si on revient à ce que le marché attend, à savoir quand même une BCE qui démarrerait plus tôt que la Fed et qui en ferait plus au moins sur 2024. Il faut regarder aussi l'ensemble du cycle pricé par les marchés. C'est 24 et 25 en termes de baisse de taux. La question de 25 va pas être simple. Voilà, c'est ça. Et donc, surtout d'un point de vue politique aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une certaine garantie sur les baisses de taux qu'on peut attendre encore de la part de la Fed et de la BCE pour cette année? Est-ce que celles de l'an prochain sont plus que jamais en péril? Et puis, s'il y a un vrai décalage, et pas juste un décalage d'une réunion entre la BCE et la Fed, qu'est-ce que ça génère sur les marchés? Je pense que, déjà, une de mes grandes règles, c'est qu'on dans ce métier, on ne garantit jamais rien. Voilà. Donc, il n'y a jamais absolument rien de garanti. On ne se préengage pas. Voilà, on ne se préengage pas. La grande difficulté aujourd'hui, c'est de savoir où se situe la neutralité des taux.
à la fois de la neutralité pour l'économie et la neutralité pour le système financier. Ce qu'on calcule, c'est que globalement, aujourd'hui, on est au-dessus en termes de neutralité, c'est-à-dire on est restrictif. De combien, on ne le sait pas exactement. C'est pour ça que je dis je ne garantis rien, parce que aller, par exemple, pour la BCE, aller de 4,5% à 3,5% en l'espace d'un an, oui. Aller pour la Fed de 5,5 à entre 4 et 4,5, probablement. Est-ce qu'on doit aller encore au-delà et être extraordinairement stimulant pour l'économie, ou se dire finalement le taux neutre est autour de 2%, donc je peux y aller? Je pense qu'elles feront preuve quand même de beaucoup de prudence pour éviter justement les allers-retours. Et Xavier avait un point qui était très juste. La cohérence et la constance des banques centrales, c'est aussi leur crédibilité. Donc il ne faut surtout pas avoir des phénomènes de stop and go. Voilà. Et surtout pas de retour. Enfin, stop and go, c'est possible, mais pas de retour arrière. Donc je pense que d'où la stratégie des petits pas, comme dit Villeroy. Commençons le plus tôt pour en faire peut-être le moins possible. Et on aura probablement comme un signal morse, c'est-à-dire une et deux d'un coup, puis après 3, 4 séances de pause, très espacées, pour éviter, sauf effectivement, si on a cassé quelque chose dans le système financier, auquel cas il faudra agir vite. Bon, quelque chose de pas linéaire, donc en matière de baisse de taux. Pas évident à signaler, à communiquer au marché quand même. Ça laisse le marché quand même, là aussi, dans une forme de dépendance aux données, meeting par meeting. On va garder cette approche au moins un premier temps. Data-dependent, comme ça on ne s'engage pas. Qu'est-ce que ça génère comme effet sur les marchés? S'il y a un vrai décalage entre la Fed et la BCE, des fonctions de réaction un peu différentes. Mais il faut comprendre qu'il s'est passé deux choses extraordinaires hors normes entre le Covid et le conflit russo-ukrainien. On a eu un choc déflationniste avec des effets inflationnistes sur la chaîne de valeur et les coûts de transport mondiaux, puis un choc inflationniste qui pour l'instant ne s'est pas transformé en boucle prix-salaire, mais plutôt en boucle prix-profit. Et donc de tout ça, donc globalement, on se doute bien qu'il y a eu des impacts structurels. Donc on ne va pas retourner à la situation. Par exemple, quand on écoute Jérôme Powell, il a comme référence une volonté de retourner, il fait des comparaisons à la situation pré-Covid. D'accord ? Ce qui est normal, c'est la normalisation. Je vais prendre des références des principaux agrégats et je vais voir mes dérives à aujourd'hui par rapport à la situation pré-Covid. Donc, mais n'oublions jamais que et Jérôme Powell et Christine Lagarde ont indiqué il y a 6 mois, 9 mois, qu'il y avait bien eu des modifications structurelles dans leurs économies en termes d'offres et de demandes. Et donc ça, sur la trajectoire, c'est-à-dire la phase d'atterrissage pour employer une configuration aéronautique, là, au fond, le commandant de bord, il t'a dit, on est en approche. On va bien atterrir. Mais on ne sait pas sur quel aéroport on va atterrir. Est-ce que c'est l'aéroport avec une inflation, un régime d'inflation à 2 ? Est-ce que c'est un aéroport... On n'a pas choisi la piste encore. On n'a pas encore choisi la piste. L'aiguillage, on peut changer. Et donc, dans l'approche, on n'a pas coupé, on n'a pas sorti les aéroports. Tu vois, on y va en douceur. Donc, on a bien dit, t'as entendu le bip-bip, mettez vos ceintures. Les masques n'ont pas encore descendu parce qu'on n'est pas en mode urgence. Mais voilà. On n'est pas au point où les roues sont sur le point de toucher la piste. On n'est pas à targeter, à dire, voilà, on vous annonce, on va baisser à chaque réunion de 25 points de base. Non, c'est l'atterrissage sans fin, quoi. Parce que ça peut... c'est l'atterrissage sans fin. Voilà. Et donc, je pense que, tu vois, c'est ça qui s'est passé. Et donc, il faut rester modeste. Et à un moment, quand les services économiques de la Fed ou de la BCE vont commencer à avoir leur modèle, donner les bons... arriver à bien capter les régimes d'inflation... Là, ils vont repasser en forward guidance. Et là, ils vont pouvoir te donner ces indications que tu attends, c'est-à-dire un truc bien séquencé. Alors là, le marché, ouf. Mais un dernier point sur la Fédérale Réserve. Moi, quand je prends les indicateurs de stress financier, il y a un indicateur qui est calculé toutes les semaines par la Fed de Saint-Louis, je crois. Il est quasiment au plus bas historique. De ces 20 dernières conditions années. financières. Voilà, on est dans le 86e centile, d'accord. Donc il n'y a que 4 centiles où on a eu des... La dernière fois qu'on a été sur ces niveaux-là, c'est juste pour te faire peur. Voilà, ça va être quoi, 2007 la dernière fois qu'on a été sur ces niveaux-là, c'était en janvier 2007. Oui, c'est ça. 2007, 446 jours après, tu avais Lehman. Et là, tu allais targeter. Donc, tu vois, en termes même de stress sur le marché financier, mais on est ciel bleu. C'est un des grands arguments de ceux qui estiment qu'il faut reporter encore les baisses de taux, parce que les conditions financières sont très lâches, et qu'au-delà du risque de mauvaise allocation du capital, il y a aussi un soutien pour la croissance
croissance qui est générée par les effets de marché. Christian, vos points là-dessus, et je veux bien comment vous regardez les perspectives en matière de politique budgétaire également, puisque à chaque fois on m'a rappelé que s'il y avait quelque chose qu'il fallait pas sous-estimer dans l'état économique du monde tel qu'on le voit aujourd'hui, c'était la partie fiscale et budgétaire. Est-ce qu'on a un peu de fiscal guidance côté américain, côté européen, qui permet de comprendre l'équilibre du policy mix demain. Des fiscal dominance. Oui, c'est la question. Est-ce qu'il y a une domination budgétaire sur les politiques monétaires du fait de déficits qui sont, semble-t-il, amenés à rester très amples pour longtemps? Oui, parce que là, on a un vrai problème, c'est qu'on s'aperçoit que les politiques monétaires ont un impact sur l'économie, mais de plus en plus un impact limité sur quelques secteurs. Je vais juste vous prendre un exemple. Aux États-Unis, vous montez les taux. Qu'est-ce que vous affectez? Vous affectez le secteur de la construction, vous affectez la consommation à crédit, puisqu'on a vu que les taux à crédit à consommation, les taux sont intenables. Là, ils sont à plus de 22%, c'est pas tenable à long terme. Donc, on affecte l'immobilier commercial, mais par contre, vous n'affectez pas la construction des investissements dans tout ce qui est construction d'usines, puisque il y a l'IRA, il y a des subventions, et donc aujourd'hui... Encore TSMC qui va prendre quasiment 12 milliards entre les subventions et les prêts. Ils s'en moquent que la Fed baisse ses taux ou les monte, parce que de toute façon, la subvention est telle que... Très bonne image. Et donc, du coup, on a aujourd'hui un vrai problème pour la Banque centrale, c'est qu'elle fait souffrir très fortement. Et je dirais États-Unis, Europe aussi, on pourrait presque quelques secteurs, et de l'autre, et d'autres secteurs sont complètement déconnectés. Aujourd'hui, l'investissement dans les technologies, alors vous y croyez ou pas, mais l'investissement dans l'intelligence artificielle, c'est pas du tout sensible au taux d'intérêt. Et donc, c'est un investissement obligé des entreprises qui ne sera pas du tout sensible au taux d'intérêt. Donc, vous avez un vrai problème aujourd'hui des banquiers centraux, c'est que les politiques budgétaires, par leur action, puis plus d'autres éléments, je ne dirais pas qu'il n'y a que ça, mais limite énormément l'impact, ce qui force aux politiques monétaires d'être beaucoup plus restrictives et de faire beaucoup plus souffrir certains secteurs. Et là, on rejoint le risque d'instabilité, parce que si derrière, vous créez une crise majeure dans l'immobilier, on n'en est pas encore là, je ne l'annonce pas, mais dans l'immobilier commercial, dans l'immobilier résidentiel, qu'en maintenant trop longtemps les crédits à consommation à des taux d'intérêt très élevés au crédit à consommation, vous faites des défauts en masse sur les crédits à consommation. Des poches d'instabilité, on en a eu. Faillite de FTX, crise des LDI, SVB jusqu'en mars 2023. Maintenir indéfiniment à 22% les taux d'intérêt sur les crédits à consommation, je pense que dans un an, on a une méga crise sur les crédits à consommation. Et donc ça pourrait... il faut d'ici un an quand même une recalibration. Ça pourrait revenir en boomerang sur les bilans bancaires. Alors je vous dis pas que les banques américaines sont fragiles, tout ça, je vous dis pas, mais en tout cas, ils savent qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on parle de politique trop restrictive. Mais d'un côté, comme de l'autre, on a une partie de l'économie qui est stimulée par le budgétaire. Finalement, c'est difficile aussi de ne pas tenir compte de ça, parce que dès qu'on va commencer à baisser les taux, qu'on va avoir l'immobilier qui repart, tout de suite, ça va se venir en se rajoutant, et on va dire, non, ça y est, il relance l'inflation. Donc, c'est ça qui rend les taux de crédit immobilier sont déjà en train de... Oui, le problème de la politique budgétaire est un vrai problème, et aux États-Unis, zéro visibilité. Parce qu'aux États-Unis, ils ont réussi à s'accorder pour maintenir les dépenses jusqu'en septembre, mais en gros, on n'a aucune visibilité pour la suite. Donc, aucune visibilité. Et en Europe, on a eu quand même la surprise de l'Allemagne. L'Allemagne, sur le budget de l'Allemagne, qui a été beaucoup plus restrictif qu'on pouvait croire. Oui. La surprise de l'Allemagne... Il y a eu d'autres surprises sur les budgets. Non, c'est pas une bonne surprise. Non, mais on a eu d'autres surprises. Il n'y a pas eu que la surprise allemande. Mais il y a eu par exemple, la surprise italienne. Je crois que c'est demain qu'ils doivent publier la mise à jour du programme de stabilité, plus la surprise française. Mais en termes d'impact sur la croissance, pour cette année, et pourquoi on peut être beaucoup plus négatif sur l'Europe, et que tout le monde a révisé à la baisse l'Allemagne, c'est quand même un gros effet budgétaire qu'on n'avait pas anticipé, personne n'avait anticipé. Donc ça rend pas facile, naturellement, les politiques monétaires derrière. Fiscale dominance ou pas? Est-ce qu'on rentre dans ce jeu où les politiques budgétaires sont plus qu'un facteur clé pour la détermination des politiques monétaires? Et comment on explique, à ce stade en tout cas, la relative bienveillance du marché quand on regarde les spreads sur la question des déficits et des endettements? En fait, on n'en est jamais vraiment sorti de la fiscal dominance. Alors oui, on a été mis en pause avec la partie lutte contre l'inflation, mais la lutte contre l'inflation, pendant longtemps, c'est quand même couplé avec une grande stabilité des bilans des banques centrales qui réinvestissaient leur tombée. Donc en fait, on avait quand même... Alors ça a changé depuis quelques mois, mais on avait quand même globalement des conditions d'exécution des budgets qui étaient tout à fait favorables, en fait. En fait, aujourd'hui, on est toujours dans ce système de fiscal dominance. C'est-à-dire que les marchés sont persuadés, et l'histoire leur donne pour l'instant raison, qu'à chaque fois qu'il peut y avoir un problème structurel lié à la dette des États, les banques centrales sont là.
Et en fait, ils sont là pour monétiser en fait d'une certaine façon la dette. Et on sait que la monétisation de la dette, en fait, vous vous arrêtez soit quand vous avez une instabilité monétaire, soit quand votre monnaie décale énormément, soit quand vous avez une hausse de l'inflation très forte. Aujourd'hui, comme on est plutôt dans une phase de baisse de l'inflation et qu'on est dans une phase de stabilité monétaire, personne décemment peut se dire les banques centrales laisseront tomber les États. Donc il n'y a pas aujourd'hui véritablement de sujet. Non, pour autant, est-ce que ça autorise à conduire des déficits toujours plus lâches et sauf à montrer qu'il y aurait des dérives à la grecque, c'est-à-dire avec véritablement des manœuvres depuis longtemps qui feraient en sorte que les chiffres ne soient pas du tout connus à ce stade. On en a fait beaucoup sur le fait qu'on avait 5,4% de déficit au lieu de 4,9%. Bon, l'Italie a sorti 7,7% au lieu de 5 et quelques. Bon, ça n'a pas fait bouger. Parce mais historiquement, c'est vrai que c'est des écarts. Alors qu'en novembre, le gouvernement garantissait que ce serait à 5 moins, que ce soit 4,9. Novembre 2023, vous avez quand même énormément d'informations qui vous permettent normalement d'être assez précis sur le niveau de votre déficit annuel. Là, il y a eu quand même un écart, effectivement, qui a un peu interpellé. La question, c'est si effectivement les banquiers centraux rentraient dans une logique de resserrage de bilan encore plus fort qu'aujourd'hui, et en s'engageant à ne plus jamais utiliser ces facultés-là et que les marchés les croient, là effectivement on aura un sujet. Pour l'instant c'est pas le cas. Pour l'instant, aujourd'hui, en tout cas de mon côté, pour l'instant c'est pas un sujet. Et si ça devient un sujet, alors on aura un autre problème que le niveau des indices actions. Oui, non, mais j'entends bien. Non, mais c'est un bras de fer permanent, j'allais dire, entre la Banque centrale et les décideurs de politique budgétaire. Mais vous dites le bras de fer n'est pas plus tendu qu'il n'a pu l'être pour l'instant, non. Historiquement. Pour l'instant, non. Sauf effectivement si derrière il y a des changements de position forts. Pour l'instant, il n'y a pas eu de changement de position fort parce qu'on n'a pas été sous stress. Il y a quand même eu l'épisode Liz-Truss. Où tu as raison, la Banque centrale anglaise est arrivée à la rescousse, mais enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a posé des conditions. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'elle a commencé... Parce que l'inflation était forte aussi. La Banque d'Angleterre est venue à la rescousse qui est bloquée, des fonds de pensieux. Mais ils ont été dans un premier temps arc-boutés sur l'idée que le mini-budget tel qu'il était présenté, c'était pas quelque chose que la Banque d'Angleterre allait couvrir. Voilà, c'est ça. Mais voilà. Et ensuite, ils sont intervenus pour sauver les stratégies d'investissement des fonds de pension. Et moi, aux États-Unis, il y a quand même eu le rapport du CBO, oui, la semaine dernière, bien sûr. Budget Officer. La semaine dernière, quand tu lis juste le résumé, eux, ils font des évaluations sur 50 ans. La charge financière, si j'ai bien compris, dans leur modélisation, c'est sur mais ça fait peur. La charge financière, elle représente... C'est-à-dire qu'ils sont sur une simulation où le déficit budgétaire, alors de mémoire, les chiffres, vous les prenez entre guillemets, déficit budgétaire en 2050-51 serait de 8 à 9%, et avec une charge financière qui représenterait 6 à 7%, en pourcentage du PIB, 6 à 7% du PIB. Donc ils expliquent bien dans le résumé que tel qu'on est parti, on n'échappe pas à la crise financière. Avec des hypothèses qu'on remonte les taux des impôts, remonte les impôts aux ménages. Voilà, le taux d'imposition. Voilà. Et que les baisses de Trump sont temporaires dans le temps. Oui, c'est ça, jusqu'en 2025. C'est ça. Et qu'après, il n'y a plus les baisses de taxes. Voilà, avec des hypothèses très optimistes. Oui. Donc tu as raison, Wilfried, la fiscale dominance, je suis absolument d'accord avec ce que tu as dit, mais je crains qu'on soit quand même, on se rapproche, on n'est pas dans le mur, mais on se rapproche du terme de quelque chose, parce que globalement, quand tu as une économie américaine qui est en déficit de la balance des paiements. Alors, c'est pas le cas, par exemple, de la France. La France a un déficit de la balance des paiements, mais qui est très léger. Tu vois, quand on a eu des propos de responsables politiques qui ont dit qu'on était en faillite, il faut raison garder. La Grèce était en faillite avec un déficit je parle du déficit budgétaire qui était à 13-14% sur une seule année, one shot, mais surtout qu'elle avait un déficit de sa balance des paiements de 5-6 points de PIB. Donc, ça commence à faire. La France, c'est pas le cas. La France a un déficit de sa balance des paiements d'un demi-point de PIB et qui est relativement stable. Et après, si je consolide, alors tu vas te faire bondir, tu vas faire des sauts de cabri, mais si je consolide l'économie allemande et l'économie française... bien sûr, mais aucun problème. Pour un investisseur japonais du très loin, entièrement d'accord. Lui, il se dit, attends, la France, elle n'est pas isolée. France-Allemagne, c'est pareil. Voilà. L'Allemagne, il n'y a plus de papier, je vais acheter du papier français. Dans le cas de la Grèce, on parlait d'un Brexit, c'est-à-dire d'une sortie, ce qui n'est pas le cas de la France. Non. Donc, si tu veux, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un problème budgétaire, mais il faut le pondérer, il faut le mesurer. Bon, il ne reste plus beaucoup de temps. Si on parle des marchés, Christian,
comment on enfin, bon, je sais pas, on s'inquiète des risques, vous êtes payé, on est payé pour regarder les risques, hein, ça fait partie du job, y compris le patron du CBO, il est là pour mettre en avant les risques, mais sur les marchés d'actifs risqués, justement, pour l'instant, c'est un peu one-way trade. Oui, alors après, ce qui me gêne, c'est une chose, hein, principalement, c'est qu'on concentre les risques sur quelques valeurs. Et c'est ça qui me gêne. Toujours autant aujourd'hui ? Alors un petit peu moins, ça s'est un petit peu détendu, mais on voit qu'il n'y a pas de confiance véritablement dans l'avenir, pas de confiance dans la conjoncture. Sinon, vous allez vers les valeurs value, vous allez vers des valeurs cycliques. Mais les banques en Europe, c'est plus 20% depuis le début de l'année, Christian ? Oui, mais Et c'est toujours pas cher. Et c'est jamais cher. Voilà, c'est jamais cher. Ça, le problème, c'est que les écarts de valorisation sont quand même... Aujourd'hui, si on fait l'écart type de valorisation entre les secteurs, c'est comme si on était en récession. C'est-à-dire que c'est normal qu'il y a des secteurs qui vont être très chers et d'autres secteurs qui ne sont pas chers lorsqu'on est en récession, puisqu'on paye très cher les défensives et on laisse tomber les cycliques. Bah là, on est dans cette situation-là alors qu'on ne l'est pas du tout. On n'est pas du tout dans une situation extrême de récession. Alors, on est dans une stagnation, mais pas dans... Donc, c'est normal de voir les secteurs cycliques re-rater un peu, vous dites. Moi, je pense qu'il vous faudrait un rééquilibre. Et ça, ce rééquilibrage, il proviendra seulement quand les banques centrales baisseront un peu les taux. Parce que ça redonnera... Parce que le problème aujourd'hui que l'on a, c'est qu'il y a trop d'incertitudes sur le scénario économique et il y a toujours cette peur que les banques centrales en fassent trop. Et que finalement, ça se finisse mal, l'histoire. Donc, tant que vous êtes là, vous jouez des histoires autour de l'intelligence artificielle, vous jouez les granolas, la sécurité. Voilà, vous jouez quelques valeurs qui vous paraissent, mais finalement, vous diversifiez pas les risques. Les lingots d'or des marchés. Voilà, c'est ça. Et finalement, on voit que les marchés commencent à être un peu à court. L'or est au plus haut, les valeurs dites défensives ou les valeurs que vous étiez prêt à prendre un risque microéconomique, elles sont au plus haut. Donc, finalement, oui, mais par exemple, je prends le secteur des semi-conducteurs, on commence à voir certaines valeurs des semi-conducteurs qui avaient été délaissées parce qu'on n'ose plus aller maintenant sur Nvidia. Mais c'est pas un choix, c'est pas un appétit, c'est qu'on a tous du Nvidia. Donc à un moment donné, et ça c'est très dangereux. Parce qu'à un moment donné, quand tout le monde a fait les mêmes paris, très clairement, s'il y a un risque, à mon avis, sur les marchés aujourd'hui, c'est plus le fait que tout le monde a joué à peu près les mêmes choses. Alors soit... Idéalement, on a une rotation progressive parce qu'on regagne en sécurité et qu'on est plus sûr du scénario économique. Soit, il y a un moment donné, il y a quelque chose de beaucoup plus violent. Après, moi, je regarde, sur l'Europe, en tout cas, ce qui marche, c'est les banques, c'est l'assurance, c'est l'automobile, c'est l'industrie, c'est les médias. Un peu le pétrole aussi. Ouais, alors le pétrole, c'est-à-dire que le secteur pétrolier est en retard. Peut-être qu'avec la hausse des cours, là, ça va repartir. Et pareil pour les minières. Peut-être que les minières sont en retard et qu'elles vont pouvoir repartir avec les métaux, etc. Mais quand même plutôt des secteurs cycliques, quoi. En Europe, effectivement, en Europe, on a ce rééquilibrage qui est plus avancé qu'aux États-Unis. Il faut dire que les grandes valeurs refuges sont les grandes valeurs refuges américaines. Ce sont les grandes valeurs qui sont considérées comme étant à l'abri des problématiques de politique budgétaire, de politique monétaire, que de toute façon, ça se passera bien toujours, tout le temps. Et donc, si on veut investir, on investit dedans, puis après, on verra. Effectivement, on concentre beaucoup de risques là-dessus, et en termes de proportion, en termes de poids dans le marché, ce sont des poids qui sont quand même toujours, quand même toujours très importants. Sûr. Toute la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut avoir des déceptions sur ces valeurs-là, et des déceptions qui seraient des déceptions généralisées. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on a eu des déceptions, d'autres à l'intérieur de ces secteurs ont pris le relais. C'est-à-dire qu'il y a eu des déceptions sur Tesla, d'autres ont pris le relais. Il y a eu des déceptions à un moment donné sur Alphabet, maintenant ça va mieux, mais d'autres ont pris le relais. Est-ce qu'on sera toujours là-dedans, ou est-ce qu'effectivement d'un seul coup il y aura une espèce de fin de gueule de bois en disant oh là, mais finalement on est dans le modèle Cisco 2000, pour ceux qui ont connu cette période-là, on est tous ensemble à vous avoir connu, je pense. 90 de PE. Voilà, on est 90 de PE, on disait de toute façon c'est l'infrastructure d'Internet, donc ça ne peut pas baisser. Et puis d'un seul coup on se rend compte que tout le monde est équipé, que les perspectives ne sont pas si extraordinaires que ça. Ça ne veut pas dire que les bénéfices de Cisco s'effondrent, mais ça veut dire qu'en fait les perspectives ne sont pas aussi fortes que ça. Les attentes de résultats du premier trimestre, c'est positif pour les S&P 500. Si vous enlevez Nvidia et quelques Mag 7 ou les Fabulous 4 maintenant, puisqu'ils ne sont plus que 3 ou 4, ça redevient des IPS négatifs. Oui, et puis même les taux de marge. Les marges aujourd'hui, faut faire attention à ça. La hausse des marges n'est que liée au secteur technologique aux États-Unis. D'accord. Moi, je pense conclure là-dessus sur ces considérations de marché, niveau d'appétit pour le risque. Ma grande question, c'est le niveau de profitabilité hérité de la crise, de Covid et inflationniste. Je suis pas tout à fait sûr que ça soit soutenable. Et donc, si c'est soutenable, il n'y a pas un nouveau monde de ce point de vue-là. Je suis pas tout à fait sûr.
Ça rejoint notre C'est une vraie discours interrogation. sur l'inflation. Je pense qu'il y a une volatilité à un moment qui va se construire. Moi, je ne peux pas comprendre des effets volume négatifs et des effets prix qui restent positifs. Pour l'instant, j'ai rarement vu. On parlera de pricing power. Dans une certaine mesure, oui. Mais consolider sur des indices, ce que j'essaye de faire, pour moi, ça me semble un petit peu difficile. Alors, ce n'est pas un signal d'alarme, mais attention. Niveau de profitabilité, par exemple, sur les toits est globalement 20-25% au-dessus de ce qu'il était pré-Covid. Est-ce qu'on peut continuer à avoir ce niveau de rentabilité C'est encore la course aux cibles du S&P 500 chez les stratégistes. Voilà, j'ai vu, là, maintenant, c'est plus de 5500 points. Je crois que c'est le record. C'est Vanguard, maintenant, qui a le leadership. Donc, mais quand on regarde, justement, ces cibles-là, on est très, très dispersés. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a des écarts extraordinairement forts. Moi, je vois que tous ceux qui remontent les targets. On a des écarts très... J'ai rarement vu des écarts aussi forts. C'est pour ça que je serais un tout petit peu prudent. J'ai l'impression que le marché a préempté beaucoup de choses. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché en ce début de semaine qui sera marqué par l'inflation américaine, la Banque Centrale Européenne et le retour des résultats d'entreprise. Xavier Patrolin était avec nous, Albatros Capital, Wilfried Galland, Montpensier Finance et Christian Parizeau, Altair Economics.